Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Ça peut être à la maison, ça peut être dans votre bureau et que sais-je encore. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant pratiquement 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous remettons cela. L'actu presse, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun restera l'œuvre de Patrick Bala. Bernardo Basson nous livrera, comme d'habitude aussi, la dénonciation du jour. Tous les jours que Dieu crée, vous avez une nouvelle dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse. Si vous en avez convenance, nous marquons un arrêt important ce matin pour nous poser une question, ma foi, fondamentale. Les hommes sont-ils égaux devant la loi? Quel regard posez-vous sur les hommes face au respect de la règle de droit? Tous les hommes sont-ils égaux devant la loi? On en parlera justement ce matin avec la participation des juristes sur le plateau. Ils seront également consultants pour en parler. Ils seront également journalistes pour analyser. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes sur votre chaîne de télévision et qui monte encore. On accueille justement ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Dieudonné Tedissé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour le Cameroun. Good morning to everyone. Thank you for my inviting. C'est une autre entrée ce matin. Hein? C'est la journée internationale du bilinguisme. Mais en fait, le Cameroun est bilingue et il est nécessaire que chaque Camerounais ait la capacité de pouvoir s'exprimer dans les 2 langues du pays et le multiples langues nationales. Si moi je parle Rondo et Bassa, je suis bilingue également. Oui. De toutes les façons, vous êtes juriste, mais également homme politique. Oui. Président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, en abrégé PCPDC. C'était l'honneur de nous recevoir et de débattre sur une question qui pose la question de l'égalité des hommes devant la loi sous les tropiques du Cameroun, où au gré de vos galons et de vos multiples responsabilités, tant politiques qu'administratives, vous pouvez vous déjouer la loi en fonction de la force de l'article 2. Comment se porte votre parti politique? Il se porte bien. Nous sommes en train de faire un déploiement au niveau des arrondissements. Je voudrais par l'occasion saluer les militants d'Ayumo Job. C'est par où? Dans le département de la Magno Division. Salut le camarade Tabe Moukete, qui est sur place là-bas. Sudakwaya. Je voudrais saluer également le camarade Muntapon de Fumbot. Et le camarade Zakaria de Ngaoundal. Merci d'être là ce matin. En face de vous, le sucre national, Bernardo Basson, répond toujours présent. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à nos téléspectateurs. Un fidèle téléspectateur d'Espace Miné a souhaité recevoir une fleur aujourd'hui parce que c'est son anniversaire et la particularité c'est qu'il est né le même jour que sa femme, que son épouse. Donc, coïncidence. Ouais, il vit du côté de Kribi. Il s'appelle Monsieur Ndono Ovono Ruben. Il nous regarde tous les matins. Donc j'aimerais qu'avec vous on lui souhaite joyeux anniversaire ainsi qu'à son épouse qui nous regarde tous les matins. Donc, l'épouse, tu as dit Ndono? Oui, il s'appelle Ndono Ovono Ruben. Si je prononce mal, c'est plus un nom sudiste. Je peux mal prononcer Ovono, parce que je n'ai pas l'accent. Ovono est également un nom bien sudiste. Hein? Ovono. Voilà pourquoi vous verrez même que vous avez les Ovono au Cameroun, vous avez les Ovono en Guinée équatoriale, les Ovono au Gabon. D'accord. En réalité, nous sommes des frères. C'est un nom fambéti. Tout à fait. Voilà. Ce sont les colons qui sont venus nous diviser. C'est-à-dire, ils sont venus diviser pour le cas du Cameroun. Au niveau du Cameroun, la Guinée, le Cameroun, le Gabon, ils ont tracé, ils avaient une règle. Ils ont tracé, tant pis pour toi si tes toilettes sont restées de l'autre côté et ta maison est restée de l'autre. Ça fait rire, Bernard, mais c'est la vérité. Donc, d'autres, pour aller maintenant aux toilettes, ils traversaient la ligne. Et là, il était là en Guinée équatoriale, il finit de faire ce qu'il a fait. Il retraverse encore. Les Blancs se sont moqués de nous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce sont les mêmes familles. Ouais. Les mêmes familles au niveau de la frontière, Cameroun-Guinée, Cameroun-Gabon. Un beau matin, on commence à t'appeler Camerounais. L'autre, on l'appelle équato-guinéen. L'autre s'appelle Gabonais. Donc, dans le fond,
Pardonnez-moi, est-ce que lorsqu'ils parlent leur enfant là-bas, vous comprenez linguistiquement? On se comprend très exactement. C'est la même langue. Même la virgule ne change pas. C'est-à-dire que le Fanki s'exprime en Guinée et le Fanki s'exprime au Cameroun. Je dis, c'est exactement la même langue. Je dis que ce sont les frères, les mêmes familles. Lorsque le président Obiangema parle avec le président Paul Biya, mais surtout même que quand tu parles Fang et l'autre parle Boulou, il y a même beaucoup de... Vous comprenez? Ce n'est pas exactement la même langue, mais vous comprenez. Et ils parlent souvent en langue. D'accord. Okay. Puis Obiang lui parle, comment on appelle ça, espagnol. Oui. Monsieur Paul Biya ne parle pas espagnol. Oui. Donc il parle dans la langue du village. Oui, il y a un accent qui peut varier, je pense. Même en prononçant les mots de la langue nationale, de la langue locale, je pense qu'il y a un accent qui varie. Mais si c'est les mêmes termes, ok. Je dis que c'est la même chose. Merci. Hein. Bien des choses dans aux Équato-Guinéens, mais également aux Gabonais. Et à M. Ndono Ovono Ruben et à son épouse. Très bien. À côté de vous, comme chaque matin, lui c'est... je voulais y passer... On a oublié. Attends, aujourd'hui on va parler de la voie de l'esclavage, c'est ça? En fait, la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Donc, vous avez raison. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à mesure que le temps passe, certaines pratiques ne meurent pas. Dans de nombreux pays, jusqu'à présent, des enfants sont esclavagisés dans le sens propre du terme. Ils sont surexploités, surutilisés, déshumanisés pour des besoins manifestement économiques et pécuniaires. Donc, on essaie de travailler au quotidien pour que les enfants soient de moins en moins esclavagisés et que cela soit définitivement banni des pratiques humaines. Merci. Hein. Accueillons donc Pierre Blaireau-Niamek qui reste notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blaireau-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à une amie très particulière. Elle s'appelle Nsekbe Olive. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Nsekbe Olive. Elle est opticienne. Ce sont les gens qui vendent les lunettes là, non? Bon, c'est pas péjoratif. Hein? Non, si tu préfères le dire comme ça. Donc, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Je suis heureux de la connaître et d'être son amie. Mais vous dites qu'elle est une amie particulière. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une copine? C'est une petite amie? C'est juste une connaissance? Monsieur ici, faites attention au débordement. Non, il n'y a pas de débordement. Je voudrais que nous soyons au même niveau de compréhension. Ce dont vous aviez besoin, c'est ce que j'ai dit là. C'est vous qui avez dérangé en disant que c'est une amie particulière. Je le répète, c'est une amie très particulière. Vous ajoutez, il y a très. Oui. Voilà, d'accord. Oui, je me limite donc là. J'ajoute très sur ça. Aujourd'hui, vous nous livrez comme d'habitude la sagesse du jour. Elle est un peu longue, donc je la lis. Oui. La plus grande magie de l'homme, c'est la cohérence avec lui-même. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Et n'acceptez pas des autres ce que vous ne pouvez leur donner. On peut reprendre. La plus grande magie de l'homme, c'est la cohérence avec lui-même. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Et n'acceptez pas des autres ce que vous ne pouvez leur donner. Ça veut dire quoi? C'est toujours dans la logique de la dignité. De plus en plus, mon constat est que les hommes ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Ils ne sont pas permanents. Le matin, ils sont bruns. À midi, ils sont verts. Le soir, ils sont rouges. Les hommes sont versatiles. Oui, mais tellement qu'ils ne se retrouvent même pas eux-mêmes. Pour les mêmes choses, ils prononcent 2 jugements différents. Pour les mêmes choses, ils prononcent 2 jugements. Heureusement qu'on parlera de l'égalité devant la loi. Mais n'allons même pas devant la loi de l'État. Allons devant la justice des hommes. Et finalement, ils sont prêts à demander aux autres ce qu'eux, ils ne sont pas prêts à leur donner. Quand je dis de ne pas accepter des autres ce qu'on ne peut pas leur donner, ce n'est pas en termes matériels. C'est le sacrifice que vous ne pouvez pas faire. N'attendez pas cela des autres. Revenons simplement à notre petite situation ici de dénonciation parfaite. Que ce soit auprès de Bernardo, de vous ou de moi-même, quelqu'un vous dit, je voudrais que tu dénonces telle ou telle chose. Mais vraiment, évite qu'on sache que c'est moi. Mais comme nous sommes des vendus. Alors, je dis, mais attends,
Non, on n'est pas toujours là pour dire qui sont les protagonists. Mais la personne vous précise. Et quelquefois, c'est un problème pour lequel il faudrait que les protagonistes soient connus. Je rends en cela un hommage à un frère qui vit en Allemagne, ou en Angleterre, je vais vérifier. Lui, il a porté auprès de moi une dénonciation. Oui, hein? Et il m'a dit non, j'ai pas peur qu'on sache que c'est moi. Voilà. Puisque ça concerne ma famille. Et que les gens, c'est même toi qui me calme. Donc tu peux même dire que c'est elle. Il faut assumer nos actes. Vous ne pouvez pas venir dénoncer monsieur Tédicé auprès de moi. Vous savez que je le connais. Et vous me dites, évite à tout prix qu'il sache que c'est moi qui ai dénoncé. Non. Niamey n'est pas qu'un vendu. Bon, vendu même, qui m'a acheté, qui peut même acheter. Parce que j'entends tout le temps maintenant, c'est devenu la mode. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour certains Bassa, Joseph-Antoine Bell et moi ne méritons plus d'être des Bassa. Ah bon? Oui, pour certains On va Bassa. vous exclure de l'ethnie? Bon, il y a une expression en Bassa pour différencier un grand initié de quelqu'un qui n'a aucune initiation. On appelle un souré. Un souré, ça veut dire un non circoncis. Alors, des incirconcis veulent exclure des circoncis. C'est-à-dire, on dit en Bassa, me souré me bout. Tu comprends? Me souré me bout. C'est-à-dire que des incirconcis, des gens comme ça, c'est ça qu'il faut dire. C'est le sens de l'expression. Votre affaire d'incirconcis là, j'étais dans un groupe WhatsApp là, ce matin, comme de temps en temps j'envoie des affiches de mon émission. Alors, il y a... Un incirconcis? Non, il vous a plutôt traité d'incirconcis et il me dit de ne plus continuer à inviter des incirconcis et des gens sans relief culturel. Voilà son expression. Je lui ai donc demandé ce que ça veut dire. Bon, il a commencé à raconter un charabia là, et je lui ai dit qu'il n'avait aucune ligne directrice à me donner. Et il m'a retiré du groupe, brutalement. Maintenant, c'est dans un incirconcis. Dis-lui, j'ai lancé ce défi aux incirconcis qui parlent de Bell et de moi. Nous, on veut un représentant, que ce soit Bell ou moi, indistinctement, qui dise quoi qu'il est spiritualiste, soit initié, soit dangereux, je ne sais pas qui. Qu'il choisisse l'un d'entre nous qu'il puisse affronter. Non, voilà, le défi est lancé. C'est un défi, oui. Un défi mystique à la Oui, voilà ce qui est lancé, c'est-à-dire ne parle pas seulement... Attention d'être foudroyé. Ici. Moi, je ne veux pas qu'on puisse foudroyer Joseph-Antoine Bell. On a encore besoin de... On a eu un coup ici hier. Oui. Un gars du MRC écrit pour que je donne le parrain de Cabral Libi. C'est ce que tu es en train de faire là. Comme tu sais que c'est Bell qui va foudroyer celui-là, tu envoies celui-là à la mort. Depuis que Bell, tu as déjà vu un homme affronter Bell. Depuis là, en dehors des réseaux sociaux, tu as déjà vu un homme affronter Bell. Merci, Pierre Niamey. Quand même, on se connaît en détail. Je vous veux... Des incirconcis. Tu sais, quand tu vois un homme parler, tu peux même imaginer à quoi ressemble sa génitalité. Oh là. Oui, c'est-à-dire quand quelqu'un est sûr même de ses organes génitaux, il a une façon de parler. C'est dit à ce niveau? Oui, mais les castrés ont une autre façon de parler ici. Ouais, Blaireau, calme-toi. Je suis calme, mon frère, je suis calme. De toutes les façons... Je ne vais pas vous donner des détails. Les sujets ont été proposés, les invités sont également là. Est encore attendu à l'appel de ce matin le grand frère François Mboké, journaliste, directeur de publication du journal Diapason. Il a confirmé sa présence. Nous espérons que nous l'aurons tout à l'heure. À tout à l'heure également. Nous avons un petit souci avec notre revue de la presse de ce matin. Il est fort probable que nous ne partions donc pas en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Quelques soucis avec notre frère et ami Patrick Bala. Qu'à cela nous tienne, nous vous proposons donc directement la dénonciation de ce jour. C'est une affaire de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une jeune dame qui dénonce le comportement de sa maman, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Elle a 32 ans, dit-elle, et elle vit avec un monsieur depuis 6 ans aujourd'hui. Elle dit
elle a longtemps vécu avec sa maman et avec sa grand-mère et elle leur a souvent demandé pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? Vous avez eu des hommes dans vos vies, mais aucune de vous ne s'est mariée. Je ne vois pas d'alliance, de robe de mariage, cérémonie de mariage, pas de photo, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa grand-mère lui a dit une fois, quand tu voudras te marier, viens, on parle parce que c'est un peu compliqué. Elle lui a dit ok. Elle avait à l'époque 22 ans, me dit-elle. Et puis sa maman lui a dit 2 ans plus tard, écoute, quand tu voudras te marier, il faudra venir pour qu'on parle parce que c'est pas évident. Là, elle avait déjà 25 ans, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui n'est même pas évident là-dedans? En tout cas, Qu'est-ce qui est si compliqué? En tout cas, moi, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas engagé avec un homme. Mais quand il le faudra, moi, je viendrai vous dire. Et puis, un an et demi plus tard, elle a rencontré lui avec qui elle est aujourd'hui et qui est, entre guillemets, son fiancé. Sauf que depuis qu'elle a rencontré, c'est une fille originaire du centre, il faut bien le dire, elle est originaire du centre. Depuis qu'elle a rencontré, elle est allée voir son arrière-grand-mère, qui est encore vivante, qui vit même à Elever. Arrière-grand-mère. Donc, la grand-mère de sa mère, Wow. qui est encore vivante, qui parle encore très bien. Bon, elle parle pas le français, elle parle la langue maternelle, la langue vernaculaire. Elle a vu sa grand-mère, langue maternelle. Elle a vu sa grand-mère et puis sa mère. Et puis les trois s'opposent À son mariage. en lui disant, écoute, on voit que tu es avec ce monsieur, il est bien, tu peux vivre avec lui, vous avez déjà une fille, il n'y a pas de problème, mais vivez comme ça toute votre vie. Il ne faudrait pas qu'il fasse avec toi de cérémonie de mariage. Parce que son arrière-grand-mère lui a dit, tout ce qu'on a pu avoir dans la famille comme bien matériel, comme confort, et le peu d'enfants qu'on a eu, l'absence de garçons que tu vois dans la famille, c'est dû à certaines choses. Elle demande lesquelles. La grand-mère lui dit, mais tu vois pas que tu n'as presque pas de cousins, mais tu n'as que des cousines éventuellement? Elle dit oui. Tu vois pas que même tes tantes, ta maman, ta grand-mère et ses sœurs ne sont pas officiellement mariées, mais ont eu des hommes et même des enfants? Elle dit oui. Je dis donc, bon, c'est dû à quelque chose. Elle demande, Quelque chose là, c'est quoi? elle insiste, elle demande quoi? On lui dit, bon, c'est un truc de famille. Et elle dit, depuis 2 ans, le monsieur insiste en disant, écoute, moi ça m'inquiète. Moi je sais que lorsqu'une femme et un homme sont bien et veulent avancer, on a déjà une fille, j'ai un bon boulot, tu as un bon travail, qu'est-ce qui nous empêche de nous marier? Moi je te veux comme femme, c'est pas comme si je te refuse, tu me veux comme homme. Je voudrais qu'on fasse une cérémonie, on se marie et on commence à avancer. Elle lui dit, ok, je suis d'accord, mais j'irai voir la famille. Elle dit qu'elle cache en fait à son homme, parce qu'elle n'a pas encore la vraie raison. Elle ne veut pas lui dire quelque chose qui après va paraître bizarre. Du coup, elle veut auprès de ses grands-mères, mères et arrière-grand-mères avoir l'information réelle, mais on la lui cache. Du coup, le mari est inquiet, elle-même elle est inquiète. Et donc le mari a décidé lui-même d'aller voir sa belle-mère. Il faut dire, maman, moi je veux épouser ta fille. Et la belle-mère lui a dit, non, tu ne l'épouses pas. Il est allé voir la grand-mère, pensant que ça irait mieux. La grand-mère lui a dit, tu ne l'épouses pas. Il est allé voir l'arrière-grand-mère avec un traducteur, parce que lui, il n'est pas géographique. Il n'est pas d'ici, il est plus proche de chez nous. Donc, et il est allé voir l'arrière-grand-mère avec un traducteur. L'arrière-grand-mère lui a dit non, tu ne peux pas te marier avec notre arrière-petite-fille. Vraiment. Vivez, faites des enfants, on va même vous appuyer s'il le faut, mais ne vous mariez pas. Et donc le monsieur est en train de dire à la jeune dame, écoute, tu as 32 ans, j'en ai 36, moi je pense qu'on devrait se séparer, parce que j'ai peur, ce que je vois là me semble louche. Je ne voudrais pas après avoir une famille complexe, elle ne veut pas perdre son homme, sa famille c'est très compliqué, donc elle a voulu que j'en parle ce matin. Elle m'a dit que sa mère et sa grand-mère suivent tout le temps l'émission, ils vont se reconnaître, et que s'il faudrait même que je donne son nom, elle n'a pas peur de ça, parce qu'elle est totalement désemparée, c'est compliqué pour elle, et elle voudrait savoir comment est-ce qu'on peut l'aider, ne serait-ce que par des conseils ou des orientations. J'avoue que c'est un problème un peu compliqué. Pour les circoncis. Je vais passer donc la parole à Dieudonné Tédissé. En te rassurant que les circoncis. Je suis prince supérieur de ma tribu. Et voyez-vous, parfois ici, c'est regrettable. Nous avons une authenticité culturelle qui doit être un élément moteur de notre développement et non pas un élément de notre destruction. Je connais beaucoup de familles dans lesquelles
les ancêtres ou ceux qui sont du moins vivants ont passé des pactes très dangereux avec des esprits qu'ils ne contrôlent plus. Et la jeune fille est certainement naïve parce que dans sa petite enfance, il y a un certain nombre de rites qu'elle a subis sans savoir. Je crois que, modestement, étant donné que tout à l'heure, Bérogne me parlait des initiés, il n'y a pas de liens qui ne seront pas. C'est une question de volonté et de décision. Et en l'état, dans nos traditions, s'il existe des alliances, ces alliances peuvent aussi se défaire. Et ça revient à un point particulier. Ce quand même encore beaucoup plus abordable. Il y a des gens ici qui ont des véritables monstres dans leur maison parce qu'ils sont passés dans ce genre de choses. Donc, elle ne doit pas se marier parce que si elle se marie, elle peut se retrouver avec des situations dans lesquelles un accident peut arriver, les deux peuvent décéder au même moment, ainsi de suite. Il faudra qu'elle puisse d'abord savoir si au cours de son enfance, il n'y a pas eu des alliances, on call it in English covenant, qui ont été scellées. Et les personnes initiées de sa tribu, parce qu'il y a encore, je crois, dans cette grande famille de Mowono, des patriarches qui sont capables de beaucoup de choses. Il faut rentrer au village, communiquer avec ceux qui maîtrisent des côtes. Et ça peut se délier, si bien que ni la grand-mère, ni la maman, personne ne peut plus agir. Il y a même des villages qui sont en bordure des fleuves comme la Sanaga à l'Oignon. Vous trouvez des femmes là-bas, si vous vous amusez, vous trouverez l'épouse de la sirène ou bien la femme de l'esprit. Et si vous y allez, c'est votre mort qui s'ensuit. Et d'ailleurs, il y a une zone ici, je ne jette pas le propre dans cette zone, la zone de l'homme rail, entre Goyom et Tête d'éléphant, où de telles pratiques sont fréquentes. Et ça appelle donc les autorités administratives de ne pas se contenter de procéder à la régularisation des nominations des chefs traditionnels, de pouvoir prendre un point particulier et de rétablir l'ordre. Parce que si une tradition doit être un frein au développement des enfants de la communauté, ce n'est plus une tradition. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Si une tradition doit être un frein aux enfants de la communauté, ce n'est plus une tradition. Pierre Blerugne, mec, nous sommes en face là d'un problème un peu compliqué, comme je le disais tout à l'heure, un problème bizarre. La jeune dame doit se marier depuis quelques années, mais sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère bloquent des 4 fers. Elles lui ont dit que ça ne peut pas facilement se passer comme ça. L'amant ne sait plus à quel sens se vouer. Quelle est votre réaction? Et après, vous nous direz s'il y a des propositions, si l'on peut faire quelque chose. Enfin, ici, comme nous ne sommes pas dans une émission mystique, j'aime pas souvent parler de mysticisme ici. Surtout que dans une autre vie, j'en ai beaucoup parlé et cela a prêté à beaucoup de confusion. Confusion de quoi? Bon, revenons à votre sujet. Il y a des familles qui ont des alliances et il y a des secrets de famille. Ce qui est évident dans le cas d'espèce, c'est que la famille a eu un mari spirituel de famille. C'est pour cela qu'elle n'autorise plus une autre alliance avec un homme. Mais vous pouvez vivre. Ça, c'est un démon de famille. C'est un démon de famille. Il y a des démons. Démon veut dire esprit, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est les Français qui donnent un caractère péjoratif. Est-ce que démon veut dire forcément esprit? Oui, Un oui. esprit. Attendez un peu, attendez. Oui. On va bien se comprendre. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits? Oui. Très bien. Tous sont des Maintenant, démons. démon, Tous donc, sont des démons. Démon peut aussi être un bon esprit. Tous sont les démons. Mais là, c'est les spiritualistes qui te parlent là, ici maintenant. Ce n'est plus. C'est pour cela que le langage, en fonction des sciences dans lesquelles on est, démon se dit en anglais daimon. Et esprit, c'est daimon. Le petit esprit se dit daimonosomai. Tu vois, là, donc, le démon, c'est l'esprit. Quand Socrate dit qu'il y a un démon en lui qui lui parle, C'est un esprit. c'est l'esprit.
Maintenant, en français, c'est pas... Les Français ont donné un caractère péjoratif au mot démon. Parce que dans la Bible, ils ont lu que Jésus a chassé les démons. Or, la traduction, c'est qu'il a chassé les mauvais démons, donc les mauvais esprits. Et on a seulement dit qu'il a chassé les démons. Il y a des bons démons et les mauvais démons. Vraiment, ça aurait de la peine d'entrer dans ma tête. Hein. Non, ça va entrer. Qu'il y ait des bons démons. Oui, oui, bien sûr. Dès que tu es grec, d'abord, dès que toi, tu te mets dans la catégorie grecque du langage, tu n'as plus de problème. Donc, ok, on évolue. Je vais donc te montrer qu'il y a de bons démons. Il y a des démons de famille qui vous donnent une intelligence hors du commun. On appelle cela une extra-lucidité. Il y a des familles où... parlons pas même des diplômes de l'école, le doctorat est comme le certificat d'études primaires élémentaires. Je ne vais pas te citer une grande famille connue, où il y a transmission séminale de l'intelligence. Voilà. Donc, tu ne verras donc pas ces gens aller se plaindre que non, on a un démon là qui nous dérange. Nous sommes étrangement intelligents. Mais si vous commettez l'erreur de faire entrer une mauvaise progéniture dans votre lien, c'est-à-dire tu peux épouser une mauvaise femme ou ta soeur va épouser un mauvais homme, il va venir tenter d'apprivoiser ce démon de famille, soit pour lui, soit pour le détruire. Il y a donc un gardien de cette tradition qui doit veiller à vos unions. Revenons au cas d'espèce. Ces femmes-là ont passé un rituel pour ne plus se marier, faire des alliances avec des hommes. Non pas pour ne plus avoir des hommes. Parce que dans d'autres familles, il y a une autre alliance plus diabolique que celle-ci. Vous la connaissez. Qui consiste à tuer les maris. Vous avez... On appelle ça chez nous Akiai. Celle la plus violente. Ouais. Oui, si tu te maries, l'homme meurt. Oui. Dieu seul sait que j'ai échappé à ça. Donc, oui. Vous vous mariez à une fille de cette famille, vous mourrez. Ouais. Vous mourrez. On va te dire que telle fille, elle a déjà été avec 5 hommes. Tous les 5 sont morts. Mais ça, la mère, vous remontez même au niveau de la maman. On dit que la maman a 4 maris qui sont morts. Bon, quand toi-même tu t'avances là-bas, tu dis que tu es un dieu. Un dieu. Bon, mon frère. Donc, le choix ici, c'est soit de rester dans une union libre, ce que les autres appellent ailleurs union libre, avec 2 conditions. Donc, union libre, première condition. Deuxième condition, pas d'enfant mâle. Oui. Parce qu'ils ont remarqué que même l'enfant qu'ils ont, c'est une fille. Elles ont dit ça, c'est voilà. Que tu ne constates pas que dans la famille, il n'y a presque pas de garçons. Maintenant, l'autre côté, c'est la rupture. Mais elle n'est pas aussi facile que Maître Assemblée l'indiquait. Elle n'est pas aussi facile. Elle a dit qu'il faut avoir de la volonté non. de la décision. Non, elle n'est pas aussi facile parce que entrer dans la famille des gens pour enlever leur démon de famille n'est pas évident. Ne va pas dire que si monsieur et toi a fait ces choses à la maison, tu pars seulement voir un homme là, il ment. Il faut la volonté de l'initiateur principal, du tenant du totem. De côte. Alors, arrête-toi d'abord à ce niveau. Il faut la volonté du tenant du totem. Alors, est-ce que un autre initié, peut-être plus fort que le détenteur du totem, ne peut pas justement, je cherche apprivoiser ou bien assujettir celui qui avait justement ce totem, il l'apprivoise, il le mate et il tue même ce totem, il enlève ce totem. Ah oui, il peut donc faire cela, mais les conséquences peuvent être désastreuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut détruire même toute la famille. C'est-à-dire cette jeune fille pour se marier peut tuer toute sa famille. Ah oui, parce que tu sais pas jusqu'où le totem est ancré. Lui peut venir juste pour dire que bon, moi je vais neutraliser ce totem, alors que les alliances sont si fortes que pour neutraliser en neutralisant ce totem, il va générer une tragédie dans la famille. C'est ça qu'on peut éviter. Est-ce qu'elle gagnerait à voir ses parents mourir de manière catastrophique parce qu'elle doit... Attendez, la dame veut se marier. C'est quoi? Attendez, lorsque ses parents allaient signer ces alliances, est-ce qu'ils avaient demandé l'autorisation de ses enfants? Non, je ne valide pas. Je dis qu'il y a de la procédure. Mais il y a aussi risque pour elle-même en voulant s'attaquer à sa famille d'y rester. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a aussi risque. Parce que c'est pas comme si la famille dormait. Maintenant, pour ceux qui sont croyants, on peut couper les alliances. C'est-à-dire, on vous détache spirituellement de votre famille. Vous ne faites plus partie. Ça aussi, ça existe spirituellement. Lorsque vous estimez que les engagements de votre famille ne vous conviennent pas. Voilà. Spirituellement. Voilà.
vous faites détacher de votre famille et spirituellement, vous n'appartenez plus ni en bien, ni en mal à cette famille. Ça, c'est un rituel particulier. Elle peut le faire, mais vous allez donc quitter. Et conséquence, ses parents ne seront pas à son mariage, et ainsi de suite. Donc, vous coupez les liens totalement avec cette famille. Cela, c'est se dessoucher. Vous ne donnez pas la dot. Non, elle ne sera pas dotée, puisque personne ne va recevoir la dot. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc, si tu décides de partir, et Jésus le dit de manière symbolique pour ceux qui lisent la Bible, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Dans la Bible, il dit, c'est ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé, de mon Père. Il dit que non, je n'ai plus de lien, je n'ai pas de lien de sang avec vous. J'ai des liens spirituels. Donc, j'ai une famille spirituelle avec les gens. Donc, elle peut le faire, mais elle doit en mesurer les conséquences. Si elle peut le faire, si elle veut le faire en douceur, elle doit avoir l'assentiment, le consentement de sa famille. Blériot, oui. Je vous ai très bien suivi. Hein. Oui. Je vous suggère encore de garder le microphone. Oui. Ça, c'est le cas d'une jeune dame qui doit se marier, mais qui est bloquée par rapport à ses alliances que certaines personnes de sa famille ont signé, disons-le, avec le diable. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'on signe en alliance avec Dieu? Non, appelez ça en Afrique, ça, on ne fait pas ça. Non, ça dépend du registre. Est-ce qu'on signe ce genre d'alliance avec Dieu? Nous, en Afrique, on ne connaît pas le diable. Ça, on ne connaît pas le diable. Comment ça? Non, nous connaissons. Comment vous appelez le diable chez vous? Satan. Non, ça c'est le mot de... C'est pas, ça, tu vois bien que c'est Satan là-bas. C'est la langue des autres. Non, en Afrique, on connaît pas le diable. Non, Parfait, ici. Parfait, non, tu me poses une question. Je te dis, nous n'avons pas un individu qu'on appelle Satan. On a le mal. Et un individu qu'on appelle Dieu. Non. Nous avons le principe du bien et le principe du mal. Celui qui accomplit le mal appartient au mauvais côté du principe. Et vous? Et celui qui parce que le même il vous permet de faire les bonnes choses et les mauvaises choses. Celui qui prend l'aspect de, vous appelez le mbel, C'est le mauvais côté. c'est comme ça, c'est l'Afrique. Donc il n'y a pas la dichotomie, il y a le diable. Parce que quand vous lisez, je ne vais même pas parler trop de la Bible, quand vous lisez même la Bible de nos chrétiens, vous observez que la dichotomie entre le diable et Dieu pose problème. Mais si j'évoque ça, les chrétiens vont se fâcher. Il n'y a pas quelqu'un quelque part couché qu'on appelle le diable. Dieu et le diable sont dans notre cœur. Ce que nous appelons, il y a un côté qui te dit fais bien. Si tu suis ce côté-là, tu es donc du versant positif. Il y a un autre côté qui te dit non, ne pardonne pas, tue. Donc les individus qui seraient quelque part, qui feraient le bien, et quand on va mourir, regarde, les chrétiens concluent cela avec quelque chose de bizarre. Il y aura un feu que Dieu va allumer et il va mettre les méchants là-bas et va les brûler. Les Africains ne peuvent pas croire ça. Quand tes enfants te désobéissent, tu leur coupes le pied. Dieu qui est bon, qui nous a créés, quand on va désobéir, il va allumer un feu, il va mettre les gens là-bas. Vous allez entrer, là, vous allez encourager les gens d'aller faire du mal. Hein. Non, mais s'ils font le... Si on a dit qu'il y a un grand feu qui va les brûler, eux qui tuent les gens, qui empoisonnent les gens, ils peuvent quand même avoir peur. Non, et quand tu tiens le langage que tu tiens là, il va dire, ah, par moi, il n'y a pas un papa qui peut couper le pied de son enfant parce qu'il a péché. Très bien. Bon. Par contre, s'ils veulent donc prendre le demi-discours sans comprendre, l'Afrique est très cohérente. Nous estimons que nos actes nous reviennent. Nous payons. Et tu as vu ça dans ton village, chacun a vu ici. Les méchants qui ont détruit les vies des autres, les actes que tu poses, ce n'est pas en priant. Parce que nous estimons en Afrique que Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Donc tu pries, tu finis de faire le mal, tu pries, Dieu change l'ordre des choses. Non. Dieu donne à chacun en fonction des actes qu'il pose. Tu fais ce qui est mal, tu récoltes ce qui est mal, même si tu pries beaucoup. Si tu ne pries même pas, tu fais ce qui est bien, Dieu te donne ce qui est bien. Voilà la logique. Très bien. Donc celui qui va faire le mal parce qu'il n'a plus peur du feu de la GN, c'est son problème. C'est un sujet très compliqué ce matin. Hein. Ah oui. On va donc passer la parole au dénonciateur lui-même, Bernardo Basson. Blériot a dit beaucoup de choses hein, tout à l'heure sur le plan mystique. Vous vous situez à quel niveau? Parce que cette jeune dame a un problème. C'est cette jeune dame que moi j'ai envie de sauver. Moi je n'ai pas envie de sauver tu vas aller dans son grands-mères, vos arrière-grands-mères. Voilà, je te connais. Signé des alliances avec Belzébuth. Je comprends pourquoi M. Yemek Hadji d'entame que parfois ça lui créait des situations compliquées.
parce qu'il a une façon de dire les choses quand même qui semble démontrer qu'il a beaucoup d'informations sur des sujets particuliers. Mais à la vérité, je vais essayer de commencer par la cause, par la conséquence, pour remonter à la cause. Quand vous vous mariez, on vous met des anneaux, qu'on appelle encore des alliances. Cette alliance-là vous écarte de quelque part, vous lie ailleurs, crée une voûte, un champ magnétique et un champ spirituel. Avant le mariage, pendant la dot, regardez ce qui se passe. Vous apportez un quartier de cola. La cola est souvent serrée. On arrache un noyau de cola pour que les parents mangent. Arracher ce noyau, c'est arracher la fille d'une lignée pour la mettre à une autre. Désormais, elle portera un nom différent. Elle vivra dans un lieu différent. Donc, en organisant le mariage, ce qui va se passer, c'est que ce monsieur, par le principe du voilage et du dévoilage, va arracher cette fille d'une union beaucoup plus longue. Et en voulant le faire, si ça ne se procède pas de la bonne manière, il ou elle va mourir. Voilà donc pourquoi la famille refuse le mariage, parce que ce sera un rituel par lequel on va arracher la fille d'une lignée qui l'a précédée. Maintenant, je remonte. Vous accusez les grands-mères, mais rien ne vous dit que ça a commencé avec l'arrière-grand-mère. Chez nous, une génération, c'est 9 personnes. La grand-mère n'est que la 4e personne. Ça peut avoir commencé beaucoup plus tôt. Elle-même n'a fait que trouver cela. Et comme c'est la seule vivante, elle vous dit. Elle n'a donc pas, durant sa vie, essayé de travailler pour faire partir cela. C'est parce que le lien était beaucoup plus fort qu'elle. Elle n'a pas eu les outils, ni les personnes qui devaient l'aider à en sortir. Et donc, ça ne fait que se poursuivre. C'est là où l'intérêt du combat va se poser avec la fille. Donc, ici, 3 choses. La première, c'est que, parfait, ici, monsieur t'a dit, ce monsieur mec l'a dit, est allé trop vite. Lorsque un lien est tel que on vous prédétermine même le sexe de l'enfant, en vous disant que vous aurez peu de garçons et plus de filles, c'est un lien qui est profond de bout en bout. Il ne s'arrache pas comme ça. Vous savez ce qu'on dit dans mon village? Non. Enfin, pas dans mon village, hein. Chez nous les petits, on dit ceux qui donnent, ils donnent la nuit. Et ceux qui enlèvent, enlèvent le jour. Voilà, j'avance. Donc, dès l'instant où vous vous rendez compte que dans ce lien mystique et négatif, on arrive à prédéfinir même l'enfant qui va venir, ça ne s'arrache pas comme ça. Deuxième chose, ces pactes se font parfois par le sexe, par le sang, par la salive, par les ongles et les cheveux, et parfois avec tous ces éléments à la fois. Donc, puisque c'est une famille de femmes qui a beaucoup de moyens, il est possible que leur arrière-grand-mère ait choisi de faire ce pacte avec tous ces éléments confondus, sacrifiant un animal femelle. Ça peut être une chèvre, ça peut être, bref, un animal femelle, avec les ongles, les cheveux et tout ce que vous imaginez. On enterre, on fait un lien, on vous donne donc un esprit de nuit qui est votre mari de nuit, qui vient vous faire des couches de nuit permanemment et tout le temps. Surtout que cette dame, tenez-vous tranquille, a souvent été victime de couches de nuit. Et quand elle me l'a dit, j'ai tiqué, j'ai dit, ah ça, madame, c'est la jeune dame est sous l'emprise de la sorcellerie. Et une très mauvaise sorcellerie. Vous voyez donc que c'est un lien qui a même précédé son arrière-grand-mère et qu'elle n'a pas su couper. Troisième chose, la plus importante ici, c'est que parfait ici, cette fille, à mon sens, ne doit pas se marier pour le moment. Pourquoi? Parce que il faudrait que au moins 2 des femmes décèdent. Lorsque 2, c'est-à-dire la grand-mère et l'arrière-grand-mère vont décéder, on pourra, au moment où on les fait passer, donc par le biais de l'enterrement, fragiliser le lien. Tant qu'elles sont vivantes et qu'elles touchent le lien dans les 2 dimensions, à savoir dans la nuit par la couche de nuit et en journée en réchauffant la pierre qui leur donne le lien, c'est impossible de le rompre. C'est encore trop long. Pourtant, quand elles vont décéder, la partie physique, elle, sera fragilisée. Également, le plan mystique, on peut le fragiliser. La mère ne sera pas assez forte. Et la fille pourra donc engager le combat pour couper ce lien avec l'esprit de nuit. Si elle veut se marier maintenant, je le lui ai dit, elle va mourir. Ou alors, sa fille, même qu'elle a accouchée, va mourir. Elle n'aura plus d'enfants. Même son mari va mourir. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ça rentre dans les sales pratiques, parfois, que l'Afrique faisait à l'époque. Je voudrais donc ici dire à mes frères, les pasteurs et les prêtres, que vous pouvez même aider. Mais soyez prudents.
Parce qu'elle m'a dit qu'elle va voir un pasteur et un prêtre. Ils sont légers pour ce genre de choses, parfait, ici. Peut-être les grands pasteurs, oui. Mais les petits, là, ils sont légers. Donc, ceux qui vont aller vont mourir. Il y a des grands pasteurs. Hein. C'est ce que je dis. Les grands pasteurs Il y a peuvent des rompre grands ce prêtres, lien. hein. Ça prendra du temps, mais ils peuvent. Ne pensez pas Avec que la bonne tous les méthode. pasteurs sont comme vos zozo pasteurs qui aboient là matin, midi, soir. Il y a des pasteurs forts. Oui, bien sûr. Il y a des prêtres forts. Très forts. Non, vous pensez que tous les pasteurs, que amen, Non, amen, amen, ça ne suffit pas. Toi-même, tu comprends. C'est pas parce que tu ne veux pas, tu n'es pas panéliste. On dit, on ne donne. Moi, j'aime pas donner un conseil à quelqu'un sans en avoir les outils. Quand tu veux rompre un lien de famille, il faut prendre le soin de bien le rompre. Sinon, ce sera la cata. Oui. Je vais lui donner une astuce. Quand vous découvrez que vos parents sont la source de vos problèmes, il faut rompre définitivement avec eux. Le lien vital, donc même le Il conseil. faut rompre définitivement. Or, la plupart des gens n'en sont pas capables hein, ici. Ils rompent, et puis le corps lui dit que non, c'est quand même ta mère qui t'avait accouché. N'est-ce pas? Oui. Quand tu te mets donc à faire ce double jeu, maman te mange. Parfait, ici. Je vais finir par un élément que M. Yémen a suggéré, je vais compléter. Pour qu'elle sorte de là, déjà, pour être en paix, elle, pas chez son mari. Si elle a une meilleure amie, ou une très grande amie, avec laquelle elle a de bons rapports et que la maman aime bien, c'est-à-dire elle est bien avec son amie, avec la mère de son ami, elle peut se faire adopter mystiquement dans le village de son ami. Pour cela, elle prend un animal femelle qui a déjà mis bas, une vache, une chèvre. On va dans ce village-là. On enterre ça là-bas par un rituel. Ça fait en sorte que si elle épouse un fils de ce village-là, c'est l'inceste. Ça peut être chez les Bassards, chez les Bourous, partout. Enfin, ici, Si on ne fait pas ça, elle est encore liée au sien. Enfin, On doit d'abord la détacher des siens, mère, grand-mère et autres, par le rituel d'adoption mystique. Et une fois là, on peut commencer à détacher progressivement les nœuds. Sinon, il n'y a aucune chance qu'elle se marie et que la famille se perde. Il y a dit ce qui va je voudrais apporter une autre apporter une solution précision. qui est très simple. Oui. Dans toutes les chefferies, même celles qui ont été détruites par l'administration coloniale, il y a encore des personnes qui sont soit les griots, qui sont gardiens des codes traditionnels et qui maîtrisent de pratiquement 1500 jusqu'à nos jours. C'est conservé dans un musée, dans une chambre particulière de la chefferie. Et on connaît quels sont les différents liens que les différentes familles ont au cours de l'histoire. Et si elle est assez posée, elle se rend dans son village, là où sa grand-mère est née. Son arrière-grand-mère. Non, le premier ancêtre. Parce que L'ancêtre fondateur du clan. l'ancêtre fondateur du clan, il y aura le griot ou bien le gardien des côtes. Là-bas, dans notre tribu, on appelle le sango. Il va identifier quels étaient les codes utilisés en son temps. C'est pourquoi vous verrez que certains de nos parents, quand ils décèdent, il y a une danse traditionnelle particulière que vous n'avez jamais entendu parler, La danse des sorciers. mais qui est Qu'est-ce que célébrée. toi tu as contre les sorciers? Ajouter, pas les sorciers. C'est comme si et ajouter, dites à la dame là que même si on lui dit que la personne est décédée, C'est pas une affaire de non, pasteur. on la fait revenir. C'est pas une Même affaire si de l'ancêtre là est mort, vous voyez, il y a 500 ans. On l'appelle, il vient dans le rêve, il donne la nature du lien et il donne comment faire pour Ce s'en n'est pas débarrasser. une affaire de pasteur, Ça se c'est fait. une affaire des hommes initiés. Non, les Et pasteurs je dis sont que légers pour ce dans les traditions, dans les grandes tribus du Cameroun, tous les aires géographiques confondus, il y a des gardiens des côtes et qui ne partent jamais avec le côte. Ils transmettent toujours avant de partir. Nous allons lire quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs en attendant à voir les codes. Bonjour les meilleurs. Démon signifie esprit, comme l'a dit Blériot. Mais nous les initiés, nous distinguons esprit nuisible, démon, diable et esprit quintessence existentielle, qui désigne la présence de la divinité en l'homme. Sa Majesté Ernest Nkongo, par ailleurs Sahaja Yogi, depuis Douala. Il continue en disant, nous conseillons à la jeune dame de faire éveiller sa Kundalini, la Saint-Esprit intégré, la mère divine intérieure qui réside en tout homme sur la terre.
Le Kundalini, en tant que Saint-Esprit miniaturisé et résidente, elle réside dans l'os du scrate du sacrum, est la plus grande puissance spirituelle qui existe et relève du domaine de l'inconscient universel. Son éveil et l'entretien de son éveil chassent tous les liens karmiques. Et l'éveil de la Kundalini est gratuit. On peut l'aider même à distance. Vous pouvez lui envoyer mon numéro et je lui passe le canevas de l'éveil. Et l'éveil est sans aucun incident. Laissons, ne répondons pas. Autre message, je vais au 242, c'est le Congo. Alors, que dit l'ami du Congo? Bonjour le panel. Monsieur Niémé confond toute sa tradition qu'il parle a été criée par qui? Dites-lui de laisser l'hypocrisie comme son oncle Bel Joseph Antoine. Lis. Vous faites en quel rapport? Mais tu vois d'abord que Dieu ne lui a pas donné la belle langue. Il n'écrit pas bien. Donc lis. Antoine, tous les Boumniébel le sont de leurs descendants, Voilà. Maï Matip. Voilà. Tu vois d'abord, c'est comme ça que Dieu confond les fous. J'avoue que Tu ne sais même pas ce que tu écris. Autre message. Bonjour, très cher à vous. Je suggère à la dame de chercher Monsieur Bingono, et qui pourra l'aider. C'est un grand initié. Non, il ne peut pas. J'ai dit ça, Bingono. Comment vous dites qu'il ne peut Non, pas? non, non. C'est pas Ouais. son niveau. Vous pensez qu'on vient faire... C'est un grand Bingono, c'est le Non. président des sorciers. Non, Bingono, c'est un grand frère. Il s'y connaît en matière de sorcellerie. Il n'est pas soignant. Lisons un autre message. Salut le plateau. Et là, nous sommes au 226, le Burkina. Le Burkina Faso. Oui, parfait. Ici, dites à Bernardo de demander à ses amis et frères des églises éveillées de cesser de tomber en transe dans les églises. Pour cela, ils n'ont qu'à venir dans notre mosquée rapidement. Un drap blanc leur sera servi et vite fait. Bref, je reviens à la dénonciation. Niemek vous a dit tout. Vous-même remarquez que la fille a toujours son arrière-grand-mère. Le pacte avait été signé pour cette dernière. C'est à sa mort que les liens seront brisés. Paul depuis Ouaga. Est-ce que vous êtes sûr que à sa mort, Non, ça va rester. le pacte sera brisé? Ça va rester, mais ça va se fragiliser. Il y a des vieux pactes de sorcellerie qui restent pendant 100 ans. Ouais. Alors, on part au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au 4x4, tout terrain triple cabine de la modération. Perfecto. S'il te plaît, permets-moi de faire un flashback sur les propos de Blériot qu'il a tenu dimanche concernant Camto. Ici, avançons. Ouais, Moi, je vais avancer. Hein. Non, vraiment, on va sauter. Moi, je n'aime pas être redondant dans ma vie. Et je saute. Je tombe sur cet autre message. Bonjour, perfecto, votre chaîne dérange sur Canal+. Monsieur le technicien, je pense que nos techniciens ont écouté. Essayez de voir pourquoi la chaîne dérange sur Canal+. Autre message ce jour. Nous repartons une fois de plus du côté de l'Algérie. Bravo au consultant de tous les temps et qui est enfin revenu sur le chemin de la droiture. Je croyais que nous l'avons perdu parce que depuis un temps, il était devenu évangéliste et qui récitait déjà des versets bibliques sur le plateau. L'enfer tel que décrit dans la Bible et le Coran n'existe pas. Si le jugement dernier existe, qu'on nous dise dans quel pays ce jugement aura lieu et en combien de jours. Non, le type de l'Algérie exagère. Ici, le feu là va brûler l'esprit. Non, le corps décède, je l'esprit suis va en enfer, le feu brûle de l'esprit. tradition Faut chrétienne. arrêter. Vous comprenez? Comme vous allez à l'école, vous parlez français, mais vous connaissez aussi votre langue. Ça dépend du registre dans lequel vous me prenez, en fait. Monsieur Yemek, est-ce que le feu brûle l'esprit? Ou bien on va en chair, en enfer? Moi, je veux savoir. Alors, nous prenons notre message, c'est vrai qu'il est long. Bonjour Info TV, bonjour Parfait Haïti. Sans intervenir spécifiquement dans la problématique développée ce jour, je tenais juste à vous envoyer mes sincères félicitations pour le travail abattu par toi et ton équipe qui intervient au quotidien afin d'éclairer notre lanterne. Continuez dans cette voie, gardez cette impartialité dans l'analyse. Blériot, dans
son franc-parler, Basson dans sa lucidité. Vous êtes tous un véritable phare et qui brille dans nos obscurités. Je ne doute pas un seul instant que le travail abattu portera du fruit et va dépoussiérer nos chemins très encombrés. Merci encore et félicitations. C'est Alain Tafam qui envoie le message. Il continue en disant, à titre personnel et confidentiel, je passerai te voir. Je suis l'ancien directeur de l'hôtel et dans le nom de l'hôtel que je ne vais pas donner, nous avons pris un pot ensemble quand vous étiez encore à Vision 4. Ah, Vision 4. Oh, Vision 4. Quand j'étais encore à Vision 4. Alors, on lit un autre message. Bonjour à tous mes grands frères et des mineurs sur le plateau. Massa, aujourd'hui encore, c'est une autre masterclass. Merci pour les éclairages de tout le panel. C'est Steve depuis Douala qui envoie le message. Bonjour, monsieur Parfait, ici est un riche panel. La dénonciation du jour est vraiment intéressante. J'ai une proche qui vit cette même chose. Sa maman est décédée récemment en voulant fragiliser cette alliance lors de l'enterrement par le prêtre. Voilà. Les initiés du village sont vite venus ouvrir le cercueil, alors qu'il fallait que l'homme de Dieu l'ouvre et puis fasse une sorte de prière. Je ne sais pas comment on appelle ça pour rompre cette alliance. Là maintenant, on attend que la mort de sa grand-mère, un enfant de Pierre Blériot depuis Kribi. La sorcellerie, hein. Autre message ce jour. Bonjour, je voudrais à travers cette tribune m'insurger contre tous ceux qui en veulent à Niemek et Abel. Ces deux personnes sont des gens qui ne sont pas manipulables, qui disent la vérité sans état d'âme. Au Cameroun, ce genre de personnes est rare. Ils ne sont ni tribalistes ni népotistes. Ils n'ont pas faim pour s'aligner derrière les gens pour avoir de quoi manger. Ce sont des intellectuels chevronnés qu'on ne peut pas corrompre ou influencer. Ils ne cèdent pas à la manipulation. Il faut que les gens arrêtent de s'en prendre à eux parce qu'ils critiquent la mauvaise gestion dans une administration. Dans tous les cas, tous ceux qui ont le bon sens les apprécient. C'est Gérard Dreyfus depuis un Tui et qui envoie le message. Un Français qui vient tuer. Alors, il y a Abel depuis l'extrême nord qui s'invite également au débat. Il dit, bonjour, Niemek, ce que tu dis est bien, mais ne garde pas la foi des gens. Il veut n'égare pas la foi des gens. Tu es l'office du pasteur, alors ne dis pas les choses comme ça. Dieu existe, Niemek. Ne fais pas la chose de Nietzsche. Je comprends, j'ai failli dire Nietzsche, hein. Je comprends que tu es philosophe, mais Fridolin qui n'acceptera pas ça. Nous disons au sacré modérateur de vous arrêter. Le juriste Basson et le philosophe Niemek, vous êtes des sorciers Walaï. Vous avez été identifié. J'assume. La sorcellerie. Non seulement j'assume, et je lui donne une définition. Donc tu es un sorcier. Oui, sorcier? j'assume. Oui, j'assume. Je lui dis donc. Tu as mangé combien de personnes? J'assume. Voilà. C'est donc la question où je viens. La sorcellerie a deux versants. Les sorciers ne marchent pas. Hein? Ouais. Elle a deux versants, parfait ici. Le sorcier est celui qui peut jeter des sorts ou conjurer. Et quand on dit jeter les sorts, c'est bon. C'est dans le mauvais sorcier, ce que je ne suis pas. Mais celui qui aide à conjurer les sorts, j'en suis un. J'assume. J'assume. Lisons un autre message, hein, avant de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous sommes au 216. La Tunisie. C'est la Tunisie. Bonjour, perfecto. La sauce gombo mitumba. La modération. Non, ça ne donne pas. C'est Laurent Tunis. Comment on peut manger la sauce gombo avec le mitumba? C'est pas bon. Non, Laurent, change ça. Change ça. Essaye d'abord. Mais actuellement au Cameroun pour quelques jours. Laurent de Tunis est donc au Cameroun pour quelques jours. Bon séjour chez toi, Laurent. J'ai serré la main de Patrick Bala hier au stade annexe de l'Omnisport. J'avoue que je le voyais brun à la télé, mais face à face, il est noir. Oh alors, c'est le soleil qui l'a noirci. Je ne sais pas. Le gars de Tunis, il n'est pas facile. Et quand je l'ai appelé hier, il était très surpris. Et je lui ai dit à demain, comme M. Perfet l'a dit, pour la revue La Presse, mais il était très fatigué. La victoire du coach Emmanuel Doumbé-Bosso de l'Union l'a fatigué. Je le voyais très faible. Et j'ai senti que la revue La Presse sera compliquée ce matin. Peut-être il avait joué au Paris Foot, car il était très abattu à la fin du match. Demandez-lui de ne plus jouer au Paris sportif, car c'est perdu d'avance.
Concernant la dénonciation du jour, M. Niemek et même son petit Bernardo sont des sages, des vrais bantous, ils ont tout dit. Il y a un autre à Vision 4, parfait, M. Perfecto. Est-ce que M. Niemek et M. Bernardo peuvent participer à l'émission Au cœur des mystères de Nathan Amougou de Vision 4? La réponse est non. Non, je lui donne la réponse. Est-ce qu'on peut participer? Pour ceux qui ne le savent pas, l'émission Au cœur du mystère de Nathan Amougou a été créée par Martial Oona pendant que Nathan Amougou était suspendu. Et les tout premiers invités de Martial Oona, c'était Niemek. Et avant l'émission Au cœur du mystère, c'était Sans Tabou. Et j'étais l'invité permanent de Nathan Amougou dans Sans Tabou. C'est là-bas que les gens ont cru m'identifier comme un sorcier, un rosicrucier et des choses. La réponse est non, parce que après on va t'étiqueter de ci ou de ça. Heureusement que moi j'ai déjà ouvertement assumé mon orientation religieuse. Voilà. Moi je suis dans la tradition, tout simplement. Merci. Hein. Vous avez eu la réponse. Hein. Il y a encore trop de messages là. Nous allons d'abord arrêter à ce niveau. Le temps pour nous de prendre un verre d'eau tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi 10h 11h52. On nous a signalé, hein, les nombreux téléspectateurs nous ont signalé qu'on avait quelques petits soucis sur Canal+. Je pense que c'est rétabli. Notre direction technique vient de résoudre le problème. Ça commence encore à passer sans souci. On accueille François Mboké. François Mboké, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour à tous ceux qui regardent Vision 4. Non. Info TV. Tu n'es vraiment pas encore. Qu'est-ce qui vous arrive, François? Oui, j'ai pas dormi parce que j'ai passé la nuit, comme vous le savez. Et donc, quand on vous voit, parfois, on a toujours l'habitude de repartir là où nous vous connaît avant. C'était avant. Ouais, et nous ne sommes pas ennemis, hein, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ça peut arriver. Vision 4 reste notre bébé. Voilà. Et puis, vous ne pourrez jamais vous en défaire, hein. François, est-ce qu'on peut détester son bébé? Voilà. Pourquoi ça me défaire même? Voilà. Bon, c'était pour qu'on ait une autre ambiance ici. François Mboké est journaliste et directeur de publication du journal Diapason. François Mboké, nous allons parler ce matin de l'égalité, hein, au niveau de la loi. Une interrogation. Tous les hommes sont-ils égaux devant la loi? Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niemek pour un exercice auquel il excelle. C'est de nous définir quand même les mots ou l'expression dure. Les hommes sont-ils égaux devant la loi? Parfait. Ici, le reproche que certains me font souvent, ils disent, mais lui, il parle de tout. Et bon. On dit que tu es sabi tout. Ouais. Bon, je ne vais pas tout. Mais pour les savants, la philosophie est la science fondamentale. Nous allons parler aujourd'hui de l'égalité devant la loi. Mais c'est un aspect très important dans la philosophie. La philosophie a inauguré ce débat avec quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Le discours sur l'inégalité parmi les hommes. Quand on parle de l'égalité devant la loi, on est déjà loin. Est-ce que les hommes, de par la nature, sont égaux? Si l'égalité est entendue au sens arithmétique, c'est-à-dire lorsque vous mesurez deux choses, vous trouvez soit le même poids, soit la même, c'est pas la même masse, ainsi de suite. Est-ce que de par la nature, les hommes sont égaux, c'est-à-dire identiques? Les choses égales sont identiques. C'est la même chose. Pour varier la nature, pour varier les choses, Dieu lui-même a voulu que les choses diffèrent. Je vais vous prendre une image avant de définir. Vous voyez le savon de Marseille, là. C'est la même nature. Mais vous voyez, il y a les petits savons. Ouais. Les plus gros, ainsi de suite. Il y a des femmes qui vont vous dire, moi, je n'aime pas le gros savon. D'autres disent, non, le gros savon dure longtemps. Non, d'autres femmes disent, j'achète les petits morceaux. C'est la même nature de savon. Mais ce n'est pas la même masse, ainsi de suite. De point de vue de la physiologie, de l'anatomie, il y en a qui envient la taille physique des autres. Disent, moi, il y a des femmes qui disent j'aime les hommes grands. D'autres disent non, vraiment les hommes grands, ils sont grands comme ça, mais la tête à l'intérieur c'est petit. Bon,
C'est des clichés. Hein. Vous voulez seulement donner une balle perdue aux hommes grands? Non, c'est des clichés. Je décris. Il y en a, si nous rentrons dans l'anatomie de bas étage, il y en a qui apprécient les atouts des uns. On dit par exemple le sous-préfet qui a été attrapé là, Garoboulaye. Il y a des femmes qui disent que voilà ce que nous aimons. Bon, après on dit qu'il y a un officier on dit que non, c'est un policier, mais ce n'est pas ça. Je dis tout ça pour dire que la nature nous a diversifiés. Tant du point de vue de nos capacités physiques, que de nos capacités intellectuelles, de nos capacités psychologiques. Et tout ça, avec le temps, on peut le mesurer. Nous sommes donc différents. Du point de vue spirituel, Dieu, lui, nous considère comme étant la même chose. Du point de vue de la nature, nous sommes différents parce que nous sommes complémentaires. Nous sommes comme des vases. Vous voyez, le potier fait des vases avec le même argile. Il fait des vases d'usage vil. Et avec le même argile, il fait des vases d'honneur. Nous revenons à la loi. La loi est une construction des hommes. Et Rousseau dit que les hommes se sont arrangés pour que, partir de la loi du plus fort, ils arrivent à la loi du plus intelligent. On a quitté la raison du plus fort pour la raison de la raison. Pour la raison de la... Donc c'est la raison qui doit avoir raison. Mais au sein des institutions, on a créé aussi la loi dans la loi. Ce que d'autres appelaient avant les passe-droits. La loi est un énoncé qui indique ce qu'il y a à faire. D'une part, à ne pas faire. Ce qui est permis, c'est-à-dire licite, et ce qui revient comme privilège aux uns et aux autres. Ça, c'est Jean Dabin. Nous n'avons pas les mêmes privilèges. Devant la loi, nous n'avons pas les mêmes privilèges. Mais nous sommes tous des... Si nous regardons la loi qui punit ou qui réprimande, nous sommes tous des justiciables. Je me résume en disant, nous sommes nés, évidemment, de la même nature, mais dans l'évolution, la société s'est organisée pour qu'il y ait des hiérarchies. La loi se veut la même, impersonnelle pour tout le monde, mais les privilèges ne sont pas les mêmes face à la loi. Merci Pierre Blériot pour cette orientation d'entrée de jeu. On va entrer un peu plus en profondeur dans le vif du sujet. Et là, je passe la parole à un juriste sur le plateau. J'ai eu un souci. On a ceci devant la loi, mais nous n'avons pas les mêmes privilèges. Moi, ça me crée quand même un souci. Alors, Dieudonné Tédissé, lorsque nous parlons de l'égalité des hommes devant la loi, pour le cas, par exemple, du Cameroun, avez-vous l'impression que les hommes sont égaux devant la loi? Dans le principe, les peines sont fixées de façon générale et impersonnelle. Mais dans les faits, vous vous rendrez à l'évidence que le thème que vous avez soulevé aujourd'hui, c'est en fait le fond du problème de l'état de droit. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui, dans notre société, des gens qui ont des privilèges de juridiction. Les officiers de police judiciaire, à compétence générale, à compétence spéciale, ont des privilèges de juridiction. Ils commettront des infractions dans une ville. On ne pourra pas les Le 634 Code de procédure pénale prévoira qu'ils ne peuvent pas être jugés dans la ville où ils travaillent. Vous avez, au-delà de ce point particulier, des personnes qui pourraient être interpellées bénéficient des immunités. Alors que, bref, il y a un certain nombre d'aménagements. Le cas des députés. Le cas des députés, des parlementaires en général. Au-delà de ce point particulier, il y a des cas qui relèvent des positions de fait. Vous n'irez pas convoquer le général comme si vous venez convoquer, ne sais pas moi, un sergent. Vous n'irez pas convoquer. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont élevés en dignité. Et qui appliquent les lois. Figurez-vous, j'ai vu circuler l'autre jour une citation directe adressée au RGPR. Non, la citation pour le RGPR même passe encore.
j'ai vu une mouture de citation directe adressée au MINAT. Donc, Minat dépasse IGPR. Non, attendez. Sauf que j'ai demandé à la personne, vous l'avez identifié, j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il était véritablement bien identifié. Et que le dossier pouvait être en état si la négociation était payée. Mais sauf que ceux qui sont censés appliquer le droit, l'égalité devant la loi, c'est un principe. Sur les faits, c'est un leurre. Ah bon? C'est un véritable leurre. Parce que, figurez-vous, je n'ai rien contre l'organisation judiciaire actuelle, encore que je ne suis pas très d'accord avec ça. Ce sont les magistrats qui sont censés rendre les décisions. Et leur carrière est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est dirigé par le président de la République, qui est un homme politique. Et donc, du coup, nous pensons que si nous voulons apporter une solution à l'égalité devant la loi, il faudra que cette institution soit reformée de façon à ce que le premier président de la Cour suprême soit président du Conseil, le rapporteur, procureur général, le secrétaire général, un magistrat choisi par ses pairs. Ça va permettre que la question de l'égalité devant la loi soit véritablement effective dans l'état de droit du Cameroun. François Mboké, nous avons un thème très important ce matin. Et quelqu'un parlait même du fondement de l'état de droit au Cameroun. Il s'est dit, je ne sais pas à quel niveau, c'est vrai, que certains peuvent respecter la loi. Ils sont d'ailleurs obligés de respecter la loi. C'est le bas peuple. Mais d'autres personnes bien placées dans la société, vous suivez mon regard, ces personnes-là ne sont pas obligées de respecter la loi. Alors, dans ce genre de pays, la loi devient donc ce qu'un artiste disait... Un loisir. Un loisir. Un peu plus qu'un loisir, mais un danger. Parce que, Maître a pris un exemple tout à l'heure parlant du MINAT. Du MINAT. Souvenez-vous qu'en son temps, il est toujours d'ailleurs membre permanent ou alors secrétaire général. Secrétaire permanent de la sécurité. Alors, il a commis des faits que le TCS a dû reconstruire au niveau de Campost. Il a été convoqué comme plusieurs autres personnalités. Et je me rappelle que la réponse qu'il donnait au président du TCS, c'est qu'il faut que le chef de l'État l'autorise à venir à ce procès. Donc, c'est le seul qui n'était jamais passé. Alors que nous avons vu des ministres, toutes les autres personnalités y défiler. Cela pose donc un problème. C'est Chirac qui disait « la loi c'est moi ». Et les juristes eux-mêmes disent que la justice, c'est une toile d'araignée qui n'attrape que les petites mouches. Alors, donc, dès que cela est dit, ça rejoint ce que dirait Blériot tout à l'heure. Oui. C'est une toile d'araignée qui n'attrape que les petites mouches. Donc, on comprend tout de suite que c'est un leurre de penser que la justice existe et qu'elle peut être appliquée dans le monde entier. Hein. Bon, il y a des pays qui font des efforts. Les pays qui font des efforts, nous avons vu ce qui est arrivé au Sénégal avec la Cour constitutionnelle. C'est toujours une sorte de justice. Donc, il y a des gens, qu'est-ce qui constitue la loi? Ce sont d'abord des hommes. Si on veut avoir des lois fortes, ayons des hommes forts, des hommes indépendants, qui intègres, qui ne s'attachent pas, qui n'attachent pas leur avenir, leur présent à des prébendes, à des avantages personnels. Vous avez vu des magistrats radiés ici, au Cameroun, mais arrivés, à peine même ils sortent de leur bureau, ils sont récupérés au niveau de la communauté internationale. Au Cameroun, pourquoi? Parce que, effectivement, la justice n'est pas libre. Vous ne pouvez pas être nommé. La justice est celui qui gère. Oui, on dit au nom du peuple camerounais. Cela dit que la justice n'est pas libre au Cameroun. Avant moi, des copanelistes ont pris des exemples. Le premier président lui-même s'en plaint. Voilà, chaque fois qu'il y a eu rentrée judiciaire, et il le dit tous les jours. Et je me demande quand il finit de le dire, il passe au champagne ou bien il vérifie vraiment que ce qu'il venait de dénoncer, ça est corrigé. Parce que chaque fois, moi j'ai été souvent là, mais vous allez entendre le même discours. Alors il faut des hommes forts. Mais quand vous avez des hommes qui pensent que si je dis ça, on va m'enlever, on va aller chercher mes enfants, on va aller faire ceci, il n'y a pas de justice. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Et alors, si ceux-là qui sont chargés de garantir une certaine équité sociale ont peur
de prendre leurs engagements. Vous comprenez que personne ne peut être à l'abri. De même que nous pouvons être ici, quelqu'un entre là, en violation même des textes, il vient en studio, il vous prend par le collet. De même que quelqu'un d'autre sera assis. Studio. Oui, quelqu'un d'autre sera assis là, on prend tout le monde, mais lui, on ne le touche pas. Alors que peut-être nous avons commis tous une faute au niveau du studio, si c'est une faute. Je crois que ce n'est pas la méthode. Ouais, mais puisque nous l'avons vu, je le décris parce que nous l'avons vu effectivement. On a arrêté les gens au Cameroun. Oui. On a arrêté voilà, peut-être c'était des assassins avec des faits réels. Et si tu aimes seulement que ça sorte de Non. Même quand les faits sont réels, il y a une méthode. Si je suis entré par là, je sortirai par là. Si vous venez de tuer un enfant là, en venant au carrefour, voilà, j'ai fui et vous venez au studio d'info. Voilà, on doit venir vous capturer. Oui, mais il y a une méthode. On passe par la guérite. La guérite dit oui, effectivement, il est là. On demande au directeur, vous avez quelqu'un ici. Il y a des méthodes. Nous vous livrons. Mais ils ne viennent pas le casser. Voilà, ils ne viennent pas casser la porte du studio pour m'exciper. Donc, et c'est ce qui se passe au niveau du sommet à la base. Parce qu'à un moment, on a pensé que le rajeunissement des officiers de police judiciaire, des OPJ. Oui, que ce soit au niveau des gendarmeries, que ce soit au niveau de commissariat, parce qu'aujourd'hui nous avons des IP qui sont licenciés, qui ont fait le droit. Bien sûr. On a pensé quand même à un moment que il devait avoir une amélioration. Oui, mais je pense qu'à l'heure début... Est-ce que c'est le problème de la maîtrise de la loi qui fait problème? Non. Peut-être pas le problème de la maîtrise de la loi, mais des ingérences, le problème le trafic d'influence. Non, le premier problème, c'est la corruption. Parce que j'ai été face à plusieurs actions où celui chez qui quelqu'un a porté plainte devient le conseiller de son ennemi. Ça veut dire que vous êtes allé voir Bléno qui est commissaire. Incroyable. Vous dites que Mboké est venu ici, il m'a dosé des coups, il a fait ça. Bon, lui, au PJ, il connaît la loi. Peut-être toi et moi, on boit nos bières quand on a fini l'émission. Mais il te dit que bon, comme il a dit comme ça, tu vois là où il a la faille, toi va faire comme ça. Toi dis ceci. Donc c'est lui qui, nous on pense qu'il est là pour nous juger, mais c'est lui qui est... Pour caricaturer cela, quelqu'un nous a dit que quand vous allez au commissariat le matin, au début, c'est le plaignant qui est assis à côté de l'enquêteur. Et ils s'entendent. Oui. Dans l'après-midi, ça change. Après leur retour, le plaignant est déjà dans une mauvaise posture, il se justifie. Oui. Et puis, c'est l'accusé qui l'accuse. Le suspect. Le suspect. Merci François Mboko. Voilà, vous voyez que quand on a changé les normes, on ça ne peut devient plus compliqué. parler de justice. Bernardo Basson, vous qui êtes également juriste, au départ de l'action, que vise en principe la loi? Ça dépend des contextes. L'objectif suprême de la loi, c'est de rétablir la justice et l'équité. De veiller à l'équilibre des rapports sociaux, pour qu'il n'y ait justement pas une phagocytose des plus faibles par les plus forts. Mais la question que vous posez, elle est séculaire, à la vérité. Depuis des temps immémoriaux, la question de l'égalité des hommes est plus un idéal qu'un objectif. Il est difficilement accessible. Je vous prends des cas. Entre 1792 et 1750, avant Jésus-Christ, vous aviez du côté de l'Inde actuelle, le roi Hammurabi, qui avait mis sur pied des décisions de justice pour fonder une norme sociale qui a été appelée le Code Hammurabi. Dans le Code Hammurabi, qui est encore visible jusqu'aujourd'hui au musée du Louvre à Paris, département des Antiquités orientales, salle 227, vous voyez encore le Code Hammurabi avec des inscriptions sur les stèles. Et à ce moment-là déjà, on parlait de la possible égalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes en général, et on se demandait s'il est possible pour les humains de rendre une justice équitable. Déjà. Vous revenez dans les temps beaucoup plus récents, en 1222 après Jésus-Christ. Vous avez la charte du Mandé qui a été pensée par Sundiata Keita. La charte du Mandé, qui est l'ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Dans cette charte, à l'article 1, qui concerne les pécheurs, il est précisé que aucune vie ne dépasse une autre. Certaines viennent avant d'autres, mais aucune n'est supérieure à l'autre.
là déjà on posait les principes de l'égalité. Dans les temps modernes, les temps contemporains, ceux qui nous concernent, on a une batterie de textes qui reprennent cette formule. Au Cameroun, la Constitution dans son préambule le reprécise. La déclaration que je viens de citer le reprécise. La Charte africaine des droits des peuples le précise. Le pacte d'activité de l'activité politique le précise. Tous les peuples sont égaux. Tous les humains sont égaux en droit et en devoir, indistinctement de leur religion, de leur sexe ou de leur race. Vous voyez. Donc ça veut dire que c'est ce n'est qu'une récitation. Alors. Oui, parce que c'est plus, en fait, c'est un idéal vers lequel tend toute civilisation humaine. À l'évidence, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pour que les hommes soient égaux devant la loi, il faudrait que la société, dans son organisation, s'attache au but de la justice et aux valeurs de la justice. Il faudrait que les hommes aient pour but la justice et visent dans leur construction des valeurs basées sur la justice. Or, chez nous, au Cameroun précisément, nous visons et nous avons pour valeur tout ce qui a trait au confort. Le but du Camerounais, du haut jusqu'en bas, c'est la recherche du confort. Et le confort ne peut pas être une donnée égalitaire. C'est donc pour cela que les personnes qui ont eu accès à un certain confort matériel ou financier seront celles qui formeront la justice entre guillemets et donc seront supérieures à ce qu'elles ont formé, pourront donc manipuler, torturer la justice. On aura donc droit à des privilèges pour certains, des immunités pour d'autres et bien sûr des personnes qui n'auront pas ces privilèges-là. Parce que si tu as parlé peut-être du droit civil, même en matière pénale, on vous dit que l'enfant qui vole à son père, s'il n'y a pas effraction, s'il n'y a pas cambriolage et tout, est couvert par une... Même s'il y en a. L'article 323 les immunités du code pénal, vous voyez, on vous dit que l'enfant ne vole pas à son père. Au niveau des comme la femme, c'est encore plus renforcé. La femme ne vole pas à son mari. Le bien de son mari. Il faut aussi dire que le mari ne vole pas bien. Vous voyez seulement que la femme ne vole pas. Il faut aussi dire que le mari ne refuse pas l'argent de ration. Bien, bref, les époux en fait ne se volent pas. Vous voyez donc ils ne sont pas. Il n'y a pas de vol entre conjoints. 323. Ils sont donc pas égaux. Les femmes sont contentes quand on dit ça. Parce qu'elles vivent de l'opposé, quoi. Donc, parfait ici. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est réduire les inégalités devant la loi. Et depuis des milliers d'années, les sociétés ont travaillé dessus. Mais il est impossible de penser que les hommes seront un jour égaux devant la loi. C'est utopique de penser cela, c'est impossible. On va encore percer bien l'abcès tout à l'heure. Dieudonné, permets-moi d'abord de lire les nombreuses préoccupations, une fois de plus, des téléspectateurs. Bonjour Parfait, bonjour à tout ton panel. Mais Monsieur Blériot a tout dit, merci grand sage. Mais comment couper ces liens de famille qui sont d'une grande nuisance pour nous? Vraiment, nous vivons davantage des situations incompréhensibles dans nos vies. Pardon, sauvez-nous au travers de vos orientations. C'est Nadia Paul Bikoy depuis l'arrondissement de Pouma. Bonne journée à vous. Bonne journée Nadia. Crois en Seigneur et tu seras sauvé. Bonjour Perfecto, et bien le bonjour à ton panel. Perfecto, les hommes sont égaux devant la loi. Le fait que certains lui tordent le cou ne doit pas nous distraire. Pour illustrer, nous sommes tous égaux devant les lois de l'univers. Nous naissons, puis nous mourrons, personne n'y faisant exception. Et si nous nous attardons sur les législations humaines, nous aurons des gens qui disposent des privilèges de juridiction, mais il ne s'agit pas d'entorse à la loi. En effet, dans un conflit donné avec des protagonistes du même acabit, ces personnes ne se verraient jugées de la même manière. Est-ce que c'est dans l'égalité? Non, c'est même vrai ce qu'il a dit. Il dit que si ces personnes sont jugées avec d'autres personnes du même acabit. Donc, voilà. C'est-à-dire un préfet a un problème avec un autre préfet. L'égalité, c'est lorsque indistinctement, on précise bien qu'il y a indistinction. Donc que tu sois Paul Biya et moi, Basson, que devant la loi, nous voyons appliquer la même procédure, la même pratique. Or, c'est utopique de penser comme ça. Donc, à la vérité, ça ne peut pas tenir. D'ailleurs, sans incident diplomatique, une première dame de France a perdu une procédure où elle avait pratiquement engagé contre quelqu'un qui lui donnait « je vais prendre la décision ». Bref, aujourd'hui, pour
avec la permission del perfecto, étant donné qu'il faut apporter des solutions pour qu'il y ait égalité des hommes devant la loi. Voilà pourquoi je préfère que vous attendiez d'abord. Hein. Il y a une méthodologie sur ce plateau. On va arriver aux solutions. Je lis encore ce message. Bonjour le génie perfecto. Comment parler d'égalité devant la loi avec les hautes instructions, avec les Atanganji comme Minat? Vous avez un problème personnel contre Atanganji apparemment. Il y a le Moulinex. Et si nous étions égaux devant la loi, à quoi serviront les avocats? Pour une égalité devant la loi, les autorités de haute juridiction devraient être nommées à vie. C'est Landry Echemont. Landry Echemont lui-même, c'est un juriste. Hein? D'accord. Alors, autre message ce jour. Bonjour le Moulinex des modérateurs qui écrase les petits condiments des autres 10-12 à travers l'Afrique. Juste pour vous dire merci pour tout le travail que vous abattez. Dites à monsieur Niemek que je connais l'âge de monsieur Obama Ernest et d'office, je connais son âge également, comme il ne nous a pas révélé son âge la dernière fois. Obama et Blaireux sont jumeaux. Et qu'est-ce que ça fait? Chacun a son problème. Très bien. Bonjour, monsieur Parfait, ici. J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je suis Vanel Ntiam, diplômé de l'ESTIC, option publicité. Ouais, je suis en bonne santé. C'est vrai que parfois, nous en bonne santé. est un malade qui s'ignore. C'est tout ce qu'il te disait? C'est tout ce qu'il me disait, qu'il auquel me disait. Je pensais que vous voulez demander le stage. Allons au 352. C'est Luxembourg. Le Luxembourg. Bonjour, espace miné. Votre émission est juste sublime par votre qualité de modérateur, la quintessence de M. Blériot, Niemek, Bernardo, de la dénonciation en date du 15 avril 2024, les grossesses indésirables. Non, on avait dit indésiré, hein. Monsieur Niemek et Monsieur Bernardo, à mon humble avis, cette dénonciation traite des conséquences de la désorganisation voulue de la famille noire grâce à l'idéologie du féminisme. Donc vraiment, nous ne parlons plus de cette affaire. Hein. C'était avant. Nous prenons donc ce message. Le pape, c'est le seul être humain qui bénéficie de l'immunité totale. Il ne peut être jugé, même s'il commet quel crime, dont la loi même a déjà prévu l'inégalité entre les hommes. Le droit canon. Le droit canon. Mais attendez un peu, est-ce que le droit canon s'applique que sur la loi du Cameroun? Non, Alors, le Cameroun n'est il pas parle un État religieux. Si le pape vient et tue quelqu'un, c'est non la Non, qu'il aille en Arabie Saoudite tuer quelqu'un. Non, Voilà. ici même ici. Non, ici- Article 1, la loi pénale. La loi Ici, pénale, on va va rien dire. personne se Ici, fera ici, sur le on va territoire rien camerounais. On va rien dire. Frundi, le cortège de Frundi a tué quelqu'un. Frundi a continué son voyage. Ici au Cameroun, on va rien lui faire. Bonjour. Je pense que tu voulais dire bonjour perfecto. Parce que tu as dit un autre nom là. Très bonne émission avec des experts dans ce magnifique plateau. Un bonjour particulier à mon grand frère François Mboké, Gabriel Innocent Biomla depuis Yaoundé. Vous le connaissez? Oui. Ah d'accord. Espace miné. Alors au plus 39, hein, c'est l'Italie. Quelqu'un dit simplement bonjour, espace miné. Bon, bonjour. Il y a notre ami du Burkina qui a encore écrit. Parfois ici, quand les gens sont au pouvoir, ils sont tout puissants, ils manipulent la justice et même méprisent les magistrats. Une fois hors du cercle du pouvoir, ils deviennent tout petits et mangent leur bouche devant les juges. Allez voir Moussa Dadis Camara en Guinée-Conakry. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie le message. Ouais, c'est en Guinée-Conakry. Même au Cameroun, c'est vérifiable. Hein? Quand je regarde bien, on peut trouver quelques cas. Oui. Quelques cas d'école. Je ne sais pas pourquoi Bernardo sourit. Parce que tu provoques. Je n'ai provoqué personne. Nous sommes là pour parler de la justice. D'accord. Et nous parlons de la justice dans tous ces cas. Tu veux quelques cas? Ok. Dans ce cas, Donc, nous recommençons donc par Blériot. Non, j'ai donné qui voulait absolument réagir. Et là, nous allons essayer de voir comme s'il y a quelques solutions. Parce que j'ai l'impression que sur ce plateau, tous sont unanimes que tous les hommes ne sont pas égaux devant la loi. Mais en quittant quand même de ce sujet, en le disant, est-ce que c'est pas aussi une manière d'y donner de laisser dans libre cours à toutes ces injustices? Parce que si tous les hommes ne sont plus égaux devant la loi, j'ai peur que nous tombions donc dans l'injustice qui est sacralisée. En fait, parfait, avec votre permission, nous avons une vision par rapport à la justice au Cameroun.
Et nous estimons que pour que les hommes soient égaux devant la loi, il faut que l'institution en charge de faire appliquer la loi bénéficie d'une certaine indépendance. Et cette indépendance, je l'ai dit tout à l'heure, passe par une réforme du Conseil supérieur à la magistrature. Il faudra que ce soit le premier président de la Cour suprême qui soit président du Conseil. Dieu donné. Permettez, c'est ma vision. Attendez un peu. Vous pensez que même si on prend le premier président de la Cour suprême qui commande la justice au Cameroun, ça va changer grand-chose? Non, ça va changer beaucoup de choses. Quoi, par exemple? À partir du moment où il y a des réunions du Conseil qui se tiennent tous les ans, à partir du moment où ce sont les magistrats qui s'évaluent. Est-ce qu'on a besoin plus des réunions qui se tiennent tous les ans ou bien de l'application de la règle de loi sur le terrain? Permettez-moi, aujourd'hui au Cameroun, voyez-vous, je vais prendre une institution comme la police judiciaire. Elle dépend en même temps du ministère de la Justice sur le plan de la police judiciaire et de façon administrative du CERT. Il faudra pouvoir ramener le bras séculier de la police judiciaire totalement de façon structurelle et fonctionnelle sur le ministère de la Justice pour qu'il y ait une certaine rapidité. Au-delà de ce point particulier, figurez-vous, nous avons les huissiers, les policiers, les agents d'exécution, bref, toute une certaine machine. En créant une école d'avocature au Cameroun, parce que là où il y a l'avocat, il y a contre-pouvoir. En créant une école d'avocature au Cameroun et en faisant que désormais il y ait des tribunaux administratifs dans chaque arrondissement du Cameroun, le sous-préfet ne viendra plus prendre une décision, le maire ne viendra plus prendre une décision parce que désormais, l'administration aussi sera soumise au contrôle. Donc du coup, avec la création des tribunaux administratifs dans chaque arrondissement, parce qu'il y a les fonctionnaires partout, désormais l'administration sera soumise au droit. Quelqu'un des Bebda ne va pas aller taper les mains à l'inspecteur des impôts qui est venu sceller sa boutique parce qu'à côté il y a un tribunal administratif média. Voyez-vous, il faut rapprocher la justice du justiciable et donner la possibilité dans la gestion des carrières, de que ceux qui sont censés faire appliquer la loi, une certaine indépendance. Parce que si le juge va rendre une décision, s'il a un dossier dans son bureau, où il commence à recevoir le coup de fil de pression de gauche à droite, et qu'il rend une décision alors que demain au Conseil supérieur de l'administration va soit retarder son avancement, ça pose un problème. Pourtant, la réforme du Conseil supérieur dont j'ai fait allusion permettra que désormais, entre pairs du même corps, il y ait une certaine rigueur. Très bien. Blériot, Dieudonné Tidissé parle beaucoup plus de la restructuration du corps judiciaire. Moi, je suis à un niveau de l'applicabilité de la règle. Parfait, ici, tout ce que Dieudonné dit est bien, ça peut constituer des prolégomènes. Ah, on ne dit pas pré, on dit pro. Répète après. Alors, moi, j'aime pas trop les. J'évite souvent les termes savants en télévision. Alors, ça peut constituer une sorte de tremplin. Mais ce qui est déterminant, c'est la qualité des hommes qui animent les institutions. Parfait, je vais vous raconter brièvement une histoire que j'ai vécue en classe de 6e. Allons-y. J'avais un camarade de classe, dont je vais citer le nom. Son père était notre professeur de SVT et sa mère notre professeur de français. Nous avons eu un conflit, lui et moi, en salle de classe. Nous nous sommes battus. Quand sa mère est arrivée, elle m'a fait sortir de la classe. Et elle a laissé son fils? Oui, elle m'a demandé de sortir. Oh là là. Bon, je suis sorti. Et quand le cours de son père est arrivé, je suis venu entrer. Et les élèves ont dit au père ce que le fils avait fait. Et il a dit à son fils, mets-toi dehors. Et toi, tu es resté? Moi, je suis resté en salle. Bon, sa mère a dit que je ne suivrais plus les cours de français. Son père a dit qu'il ne suivrait plus les cours de SVT. Deux époux. Père et mère, le professeur s'appelait Tenkeni, Frédéric, un homme droit, debout comme une aiguille avec une mallette. La femme a cédé la première et on m'a permis de faire les cours de français. Il a permis à son fils de faire le cours de SVT. Je lui rends hommage. Et c'est de tels hommes qui m'ont marqué dans ma vie. Donc la qualité des hommes qui animent nos institutions. C'est pour cela que je dis à ceux qui m'écrivent souvent,
il faut que tu défendes tes frères. Dans la logique de défendre ses frères, on ne peut pas s'attendre à une justice, à une égalité devant la loi. Parce qu'évidemment, mon frère va venir, avant de venir, il va d'abord aller au village. Le chef de village va m'appeler, ainsi de suite. On a besoin des hommes qui soient détachés. Le matériel, nous en avons tous besoin parfait pour vivre. Tout à fait. Mais il faudrait que la cupidité soit loin de nous. C'est aussi nos juges. Ce que vous décriviez, la parfait avait raison de vous interrompre. Si les juges sont corrompus, vous pensez que même si on c'est même un autre risque. Parce que vous savez que le pouvoir exécutif freine même souvent l'appétit de certains juges. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait même pas l'exécutif là, il y a quelques magistrats là qui nous auraient déjà mangé. Nous tous. C'est parce qu'il y a quand même... Vous parlez d'abus. Un jour, un jeune procureur m'a interpellé dans la ville de Bolova. Je marchais avec mon épouse. Il me dit qu'il prend ma jeune épouse d'autorité dans sa voiture. Ok. Je lui ai je vous dis, c'est un scénario de fait. Oui, un gars bassa. Aujourd'hui, il doit être très haut dans la main. Il garde. Oui, garde. Et il dit qu'il prend ta femme d'autorité dans sa voiture. Et donc, toi, tu restes. Non, je reste. Je lui ai dit non, tu ne peux pas. Il a voulu insister. Je lui ai dit, fais attention, tu ne peux pas. Et j'étais enseignant. Je lui ai dit, bon, je vais te donner quelques informations. Je suis le répétiteur des enfants du gouverneur Bernard Wongola. Je suis le répétiteur des enfants du président du tribunal Evineba. Il dit, bon, ok, vous voyez, j'étais obligé d'user du trafic d'influence. Parce qu'il avait usé d'un autre. Je vous dis donc, quelquefois, nous sommes de jeunes États. Et certains de nos magistrats doivent encore être bien encadrés. Parce que le pouvoir qui est entre leurs mains est un pouvoir sacré. S'il n'est pas bien contrôlé, quelques-uns, et j'ai même vu un ami procureur rappeler à l'ordre ses substituts. Ah oui? Ah oui! Qui en fait? Parce que j'aime vous dire que vous devez mieux avoir affaire au procureur qu'au substitut. Hein? Ouais. Il y a des substituts qui estiment que comme ils ne sont pas encore procureurs, d'ailleurs il y a des substituts 50 fois plus riches que le procureur. Ah oui. Ils ont créé des sortes de péages. Donc, je vous dis, c'est la qualité des hommes, surtout. Et cette éducation doit nous être donnée, des vertus. On n'atteindra pas, même moi qui essaye de parler là, je ne suis pas juste à 100%. Non, pas du tout. Mais avec des hommes d'une certaine rigueur morale, et j'aime vous dire que ceux qu'on présente dehors comme étant mes ennemis, j'étais heureux dernièrement qu'en face d'une personne inconnue, une personnalité qu'on présente comme étant mon ennemi dise à la personne là, tu sais, Niemek, c'est mon camarade de classe, il est d'une grande rigueur morale. Merci beaucoup, François Mboké. Si la loi n'est pas respectée avec rigueur dans un État, est-ce que nous ne courons pas le risque? Est-ce que nous ne courons pas le risque de revenir à l'état de nature? Ben, c'est cela version Hobbes. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez que dans nos États, la justice revient maintenant à la population, qu'on appelle la justice populaire. Lorsque vous passez quelque part, vous commettez un forfait, des gens ont tendance à juger sur place. Oui. Sur place. Ici et maintenant. Là. Et si c'est pour finir avec vous, on finit avec vous. Et parfois, les forces de l'ordre jouent le jeu. Ils arrivent, quand ils arrivent sur place, ils trouvent que la population est déjà nombreuse et ils décident dans le coup, soit avec un bandit ou un violeur ou quelqu'un. Ok. Quand ils voient l'attroupement, ils se mettent à distance parce que même venir extirper, eux-mêmes ils savent que c'est dangereux parce que la population a repris ses droits et devoirs. Nous allons attraper ce type et nous allons le juger, le corriger maintenant. Le fait justement que la population le fasse de temps en temps, sans peut-être pas encourager, est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce que, effectivement, à un moment donné, la justice a failli. Et le même monsieur qu'on vient d'attraper là, qui est un violeur, qui est, c'est pas moi, quoi, un bandit, vous l'amenez au niveau des juridictions compétentes, une semaine après, il revient vous narguer et il vient vous narguer au quartier. Ah oui, cela on le vit tous les jours. Hein. Quand vous passez dans des quartiers, la nuit on a attrapé un voleur, le matin on part. Et les OPJ sont très actifs. On dirait qu'il y a un gros business dedans. On vient, on extirpe le gars, on amène la gendarmerie ou au commissariat. Après les enquêtes, les gars reviennent au bar qui est juste à leur entrée. Peut-être 3 jours après, nous allons donc corriger ceux qui ont gardé. Je l'ai vu. Tu as vu le faire pipi sur toi. Celui qui, même les voisins, ils viennent au bar
qui est au centre du quartier, et ils boivent du matin au soir pour que tout le monde qui passe les voit. Et ils disent donc que ceux qui ont tenté de nous faire ça, vous allez nous sentir. On va voir. Alors, quand un pays arrive à ce niveau, vous comprenez que la justice n'existe plus. Parce que le voisin a aussi besoin de savoir que il est en sécurité, parce que si l'autre de temps en temps sort la nuit, attrape ses poulets ou arrache sa moto, il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de se sentir en rentrant sur lui, lorsqu'il part du travail ou bien de ses loisirs, il a besoin de savoir que il est en sécurité. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, nous comprenons qu'on va tout dire ici, avec les éléments que nous avons avancés là, la corruption, le népotisme, déjà comment on devient magistrat, comment on entre à l'école qui forme les magistrats, comment on entre à l'école qui forme les OPJ. Je pense que s'il y a des réformes à faire, c'est à ce niveau qu'il commencera à voir des choses. Et maintenant, on ne forme pas chaque société forme ses hommes. On ne peut pas avoir un pays qui est, par exemple, au score de la corruption numéro 1 pendant 10 ans et s'attendre à voir des résultats contre la corruption. C'est difficile. Donc, tout cela va ensemble. La moralité doit commencer à l'école primaire. Lorsqu'on était petit, il y a un certain nombre de choses qu'on voyait dans les livres. On avait les cours de morale. Oui, même comment traverser la route. Ouais. Quand vous rencontrez un monsieur en route, vous lui dites bonjour, bonsoir. Un aîné arrive, vous cédez la place. Aujourd'hui, allez voir. Vous trouvez votre petit frère assis, il croise même le pied quand vous entrez pour vous dire que je ne me lève pas. Et parfois, cela arrive avec des personnes même qui sont invalides, ce qui est plus grave. Donc, la moralité de la société est à questionner. Est-ce que... Le directeur d'école de l'époque ne favorisait pas ses enfants sur les autres enfants? Non. Quand son enfant avait mal fait, il le punissait en premier. Oui. Et puis, tous les enfants allaient dans les mêmes écoles. Et les mêmes écoles avaient des enseignants qui sortaient des mêmes écoles. Donc, aujourd'hui, vous avez vu dans la société... M. Niemek et Bernard, ils ont des moyens, ils créent l'école pour leurs enfants, ils les mettent là-bas. Et nous, on nous envoie... C'est 1 million. Voilà. Et on nous met. Alors, c'est là que commence... Oui, c'est là que commence l'injustice. Donc, si on ne commence pas par la morale sociale, si on ne commence pas par dire aux gens où est le bien, où est le mal, est-ce que les formations que nous donnons aux enfants des grands, entre guillemets, quand ils vont sortir, ils vont travailler où? Ils ont leur société, ils ont leur pays. Alors, ils ne vont pas travailler. Pourquoi créer donc une école à part, au lieu de faire un melting pot pour former le citoyen et non des enfants différents? Bernardo Basson, dans un pays qui s'appelle Cameroun, on a plusieurs cas où des ministres, certains DG, certains grands commis de l'État, certains grands hommes d'affaires ont arraché des terrains aux individus. On fait ci, on fait ça. D'autres courageux ont porté plainte contre ces dignitaires, entre guillemets, de la société, et n'ont eu que la larme pour pleurer. Si vous êtes dans un tel état, est-ce qu'il n'y a pas un véritable danger? L'injustice ne peut pas créer la justice. Les hommes sont injustes. Il leur est impossible de concevoir un environnement totalement juste. C'est utopique de penser comme ça. Monsieur Tedjissé, vous voulez que le président de la Cour suprême incarne l'ordre judiciaire. Au Cameroun, il faut le dire, c'est le cas. D'une manière ou d'une autre, c'est le cas au Cameroun. Mais vous savez qu'il a une famille, non? Il a des enfants. Il peut être dans un ordre ésotérique ou mystique. Comment voudrez-vous qu'il soit juste face à ces personnes avec lesquelles il a des liens naturels? Ça peut être très compliqué. Donc, même le maître là ne vous garantit pas une justice équitable à terme. Parce que tout dépend de l'homme et pas que de l'institution. C'est là où je rejoins les deux aînés. Parce qu'ils vous font comprendre que l'institution est mise en mouvement par les hommes. Si ces hommes n'ont pas eu cette rectitude, ça ne changera rien. Que les maîtres là ne sera que théorique. En pratique, ça peut même aggraver. Il faudra autre chose. Les policiers, les gendarmes, les magistrats vont à la même école. Ils sortent avec des comportements différents. Vous voyez que l'institution qui les forme leur donne une même formation, mais à l'issue, on a des produits différents de la Constitution. Donc, c'est l'homme fondamental qui est problématique et pas vraiment le cadre qui est disponible. J'ai souvent dit sur ce plateau que dans la vie, moi j'ai fait dans ma vie 2 bêtises. 2. Et elles étaient financières, c'est tout. Si vous prenez des gens qui me côtoient depuis de longues années, vous verrez que j'ai fait très peu de bêtises, très peu.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un modèle. Je fais souvent beaucoup de bêtises. Mais j'en fais plus maintenant que par le passé. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que, à la vérité, il faut un système dans lequel les lois humaines soient reculées au profit des lois spirituelles. J'avais dit ici sur ce plateau que pour construire une société, il y a 3 piliers. La religion et la spiritualité, 1. L'éducation, 2. Les institutions, 3. Les lois spirituelles peuvent s'appliquer à tout le monde. On leur donne un régime de sanctions indépendant. Comme ça se faisait à l'époque, où on sait que si tu engrosses la fille d'autrui, que ce soit le fils de Paul Biya ou le fils de Basson, c'est d'abord Dieu même qui va te frapper. On met en place des liens, un système par lequel les hommes seront soumis à des lois indépendantes, lequel système va les réprimer de manière indistincte. C'est vers là qu'on peut tendre pour espérer une justice. Comme cela est impossible à réaliser de nos jours, il ne faudrait pas penser à une société juste. On peut juste attendrir les égarements, aménuiser les abus et les excès, mais penser à un monde juste est utopique. Il n'y a que Dieu qui peut, en l'état actuel des choses, construire un monde juste. Les humains ne peuvent pas. On est d'accord, Bernardo, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour le cas du Cameroun, quand même, j'ai l'impression qu'on a dépassé les bornes? Juste, parfois ici, je pense... Est-ce que vous pouvez gagner un procès contre un ministre? Non. Oui. Non, parfois. Oui, ça dépend des magistrats. Oui, ça dépend. Mais par exception. Parce que quand on pose une question parfois ici, il y a le principe, il y a l'exception. Si vous prenez au Cameroun, nous sommes 30 millions. Un ministre, face à 28 millions de Camerounais, gagne le procès. Face peut-être à 2 millions perd. Et là, c'est marginal, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça comme une norme. La norme est générale. Donc au Cameroun, de manière plus ou moins normée, l'élite a raison sur la masse, de par sa position. Ça, c'est ce qui est presque normé. Maintenant, par exception, il peut arriver qu'un magistrat, comme on parle souvent du magistrat Schlick par exemple, ou comme d'autres magistrats qui sont particulièrement ancrés dans leurs valeurs. Il y a certains cas oui, où Schlick avait été brutalement appelé à l'ordre. Non, on lui a arraché les procès. Voilà. Ça, c'est un exemple de magistrat parfait. À la réponse, Bainado, quand je disais oui, ce n'était pas moyen, mais ou pas perfecto. Il y a des magistrats qui s'en foutent de la carrière. C'est ce que j'essayais de dire. J'ai rencontré un magistrat qui répondait à son chef qui voulait lui donner une mauvaise instruction. Son chef le menaçait, il lui disait qu'on va t'affecter très loin. Il dit que la seule chose dont je suis sûr, c'est que vous n'allez pas m'affecter hors du Cameroun. Ça, c'est un magistrat en poule grillée. Mais là, c'est l'exception. Non, il me dit que vraiment, je suis là pour servir. Il y a des magistrats non, il dit que vraiment, moi, quand je suis allé à l'ENAM, je ne voulais pas être à Yaoundé ou à Douala. Vous n'allez pas m'affecter hors du Cameroun. C'est comme un ancien ponte du régime avait également menacé un prêtre comme ça, hein, le prophète Terlénon. Il dit au prêtre que tant que je serai ceci dans ce pays, il était une très grande personnalité, une très haute personnalité. Tu ne vas jamais passer évêque. Le prêtre répond à la haute personnalité. Il n'y a pas de souci. Mais quand moi je suis entré au séminaire, ce n'était pas pour devenir évêque, c'était pour devenir prêtre. Et je le suis déjà, donc ça va. C'est cette moralité-là, voilà. Si vous voulez être incorruptible, il faut pas. C'est la morale. C'est ça qu'il faut avoir. Je suis entré au séminaire pour être prêtre, pas pour être évêque. Alors, allons au 213, c'est encore l'Algérie. En principe, l'égalité devant la loi est un fondement juridique et philosophique qui stipule que tous les êtres humains doivent être traités de la même manière par la loi, sans privilège ni discrimination. Ce concept connu sous le nom d'isonomie. Cependant, la réalité est autre, c'est autre chose. Au Cameroun, par exemple, plus précisément, en Crevetoni, le régime en place pisse sur l'égalité de droit. Au Cameroun, la loi est écrite par les plus forts pour protéger les plus forts. Même Jésus en personne, s'il s'amuse, le régime RDPC va l'envoyer à Kondengui. Le tu sais qui je suis est la source de la loi en Crevetoni. Parfait, ici, une fille tu et sais toi, à qui tu as fait. Voilà. Et toi, vous avez un consentement. Vous allez en rapport sexuel, vous êtes 2 majeurs. Elle tombe enceinte. Comme son père est puissant, On te met en prison. il te fait fouetter.
D'abord. Alors que les consentements, vraiment, la vie, si on vit les choses dans Non, là, moi, je ne pense pas que ce soit une injustice. Comment moi, ça? même si consentement, tu as convaincu ma fille, je te fais foutre. Non, non, non. Comment vous te marier? J'ai subi, hein. Moi, la vie, si j'ai subi. Et voilà, moi-même, j'ai subi. Donc, un colonel a fait asseoir mon ami dans une bassine d'eau. il allait cogner. Moi, je suis resté à la porte. Il a insisté. Il dit qu'il veut voir sa camarade. Lui, il faisait seconde A. La fille faisait seconde C. Il dit que vous êtes camarade comment? Il dit, on l'a fait asseoir dans la bassine d'eau. Alors, j'ai donné TDC. Pour être tout à fait complet ce matin, les hommes sont-ils égaux devant la loi? Pour être tout à fait complet, la solution à ce problème vient de la mobilisation de la nation entière. Parce que chaque nation qui donne le style d'institution qu'elle veut. Oui. Et forme le type de citoyens qui doivent animer ces institutions. En l'état, je voudrais, par l'opportunité qui m'est offerte, inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que choisissez de participer, vous changerez quelque chose. Choisissez de ne pas participer, vous n'aurez rien changé. Vous allez continuer à vous plaindre. Si la nation se lève comme un seul homme, va s'inscrire sur l'électoral, et que chacun veille à ce que le jour du vote de février 2025 et d'octobre 2025, qui mette son bulletin en l'une pour dire voici le modèle de société que je veux. Alors, on aura une justice qui sera debout comme le titan, comme l'aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le seul animal qui déplume son petit et jette dans l'abîme. Très bien. Récupérer. Merci, hein? C'est ce qu'il fallait dire ce matin. De toutes les façons, nous savons qu'on n'atteindra jamais l'égalité parfaite entre les humains, mais ce que nous avons voulu faire ce matin est tout simplement que cette inégalité ne soit pas suffisamment criade. François Mbouké, on vous dit merci. Oui, je voulais seulement dire à Ahmed qu'il a oublié un grand principe. Ce ne sont pas les votants qui gagnent l'élection, mais c'est celui qui compte les votes. Merci à Dieudonné TDC, qui est juriste et homme politique. Blérus Niémé restera notre consultant. Bernardo, notre invité permanent. Dans 8 minutes très exactement, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?